Et avant de commencer à développer ce thème avec notre panel, je vous propose une interview qu'on a enregistrée un peu plus tôt aujourd'hui avec Anne Baer. Anne Baer, elle est CEO d'Icar Innovation, experte en développement durable. On l'a interrogée au moment même où Naftali Bennett faisait son entrée à la COP26 à Glasgow. D'ailleurs, on dit COP26, mais en clair, c'est quoi COP et c'est quoi 26? La réponse d'Anne Baer donc. J'espère qu'on va pouvoir mettre à niveau un petit peu notre audience. COP, c'est Conference of the Parties. Et les parties, c'est les gouvernements du monde. Donc, c'est environ 200 pays qui sont concernés. Et 26, pourquoi? Parce que c'est un processus qui revient chaque année, mais d'une manière un peu différente cette année. Vous allez voir pourquoi. Depuis les accords de Rio, le sommet de la Terre en 1992 et la signature d'une grande charte sur la préservation de la planète, l'économie sur les ressources des poissons, les ressources halieutiques, un accord sur la mer. Et ça a été suivi en 97 par les accords de Kyoto, le protocole de Kyoto qui porte sur le carbone. Mais le carbone, il faut voir, on entend toujours parler des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de carbone. Ce n'est qu'une espèce de monnaie par laquelle on mesure les dégâts de l'homme sur la planète. Et 26, parce que quelques années ont passé depuis, donc nous sommes à la 26e édition. Vous vous souvenez probablement des accords de Paris, c'était il y a 4 ans. Un grand accord avait été renégocié. Il s'agit de remettre cet accord sur la table et de renégocier pour les années à venir. Donc vraiment, cette conférence de Glasgow qu'on attend, puisqu'elle a été reportée à cause du Covid, comme beaucoup de choses, va faire l'objet de tractations, de négociations pour non seulement chiffrer les engagements de chaque pays, mais également les rendre obligeants. Donc c'est vraiment une affaire de droit international. Alors justement, vous avez tout dit, les engagements, c'est un peu le maître mot de cette COP26. Et Israël, il faut le dire quand même, a été pendant longtemps le mauvais élève en matière d'engagement pour les climats. On freinait des cas de fer à prendre des décisions qui étaient engageantes. Est-ce que les récentes déclarations de Naftali Bennett, du Premier ministre, elles vont dans le bon sens selon vous ? Elles vont tout à fait dans le bon sens et on va essayer de les analyser pas mot à mot parce que finalement un engagement pris à l'oral c'est une chose. Il peut d'ailleurs être modifié à la dernière minute lors de la lecture de son discours dans les quelques minutes qu'il a pour parler au monde et prendre les engagements au nom de ce pays. Il y a déjà une chose qu'on peut remarquer, c'est que le Premier ministre, donc le chef de l'exécutif, se déplace lui-même. C'est pas forcément le cas d'Israël sur les éditions précédentes. Je me souviens par exemple à Copenhague, qui était comme Paris, une conférence tous les 4 ans sur laquelle on signe les accords pour les 4 années à venir. À Copenhague, on avait envoyé le président de l'État d'Israël. À l'époque, en 2009, c'était Shimon Peres. Et c'est moins engageant. Ou bien on peut trouver un ministre, ou dans ce cas précis pour Israël, une ministre de l'Environnement qui vient au nom de son gouvernement. Là, le Premier ministre vient lui-même, il va s'engager. Et par ailleurs, le processus depuis a changé. Au démarrage, au moment de Rio, Israël n'était pas aussi développé. Israël faisait plutôt partie de la liste des pays non développés, en voie de développement, qui n'étaient absolument pas concernés par ces obligations, parce qu'il y a des différences de développement entre le nord et le sud. Et donc les pays les plus développés étaient les seuls à s'obliger, ça s'appelait la liste des obligés. Israël est depuis rentré dans l'OCDE, fait partie de la liste des obligés, donc les choses ont changé. Et je pense que, en tant que businessman, puisque finalement Bennett et si on doit faire une typologie des hommes politiques, il vient du business, c'est un manager, c'est moins un homme charismatique qu'un manager, donc il prend des décisions éclairées et il va voir ce que honnêtement le pays peut faire, parce qu'une transition, ça nécessite plein de mesures qui se répercutent sur les entreprises, sur l'État lui-même qui doit être exemplaire. Donc c'est pas toujours facile. Justement, Anne, ce que le pays peut faire, quand Bennett il vend d'une certaine façon la Startup Nation, Israël, il la vend comme étant la nation qui va trouver des réponses technologiques à ces problèmes climatiques. Est-ce que c'est crédible selon vous ? Ça marche, ça prend bien, c'est un bon positionnement, mais ça ne suffit pas. Quand vous vendez un produit qui est green, donc un produit de l'innovation israélienne qui potentiellement peut faire avancer les choses parce qu'on est très bon pour, je dirais, en amont, réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière passive en appliquant des technologies. C'est là qu'Israël excelle, par la surveillance, les sensors, les systèmes de surveillance, de monitoring, mais également tout ce qui est optimisation de la gestion du data, des données, des flux de data. On est très bon dans un tas de choses, nul doute, mais on est crédible
que si on se l'applique un minimum à soi-même. On ne peut pas vendre un vêtement écologique si la société est mal gérée. Il faut avoir une image écologique soi-même. Or, Israël est en retard de 30 ans sur l'Europe. L'Europe s'est organisée par rapport à ses obligations de manière fédérée et l'Europe est exemplaire et montre, je dirais, et la France en tête, montre la distance qu'il y a à parcourir pour Israël pour les rattraper. Mais Israël, cela dit, fait tout très vite. Et donc, si la décision politique est forte, si l'engagement politique est fort, on pourra rattraper notre retard. On a aujourd'hui un gouvernement de managers, un gouvernement bizarre, certes, mais qui a l'air d'être stable jusqu'à présent. Donc, il faut avoir un peu d'années devant nous pour y arriver. On a des lois en Israël qui ont été votées, qui n'ont jamais été appliquées, à commencer par les sacs en plastique qui nous choquent, nous Français, quand on arrive ici, mais qui choquent le monde entier. Il y a une loi pour limiter les sacs en plastique, mais à l'usage, on voit que ça marche très peu. C'est ça, donc l'application des lois. Alors justement, ça nous fait parler de la population. Et c'est là l'essence même peut-être de cette COP26, c'est de donner d'une certaine façon du poids à nos dirigeants pour qu'ils puissent appliquer certaines lois qui auraient des incidences quotidiennes sur nous, population, et sur nous qui ne sommes parfois pas convaincus. Qu'est-ce que vous diriez, Anne, à des personnes lambda qui ne comprennent pas forcément l'importance, l'urgence de cette situation et le langage scientifique? Qu'est-ce que vous leur diriez pour leur faire comprendre que oui, il y a urgence? Alors, je vais essayer d'être synthétique parce qu'évidemment, on a très très peu de temps. Mais ce que je dirais à ces gens-là, et ça m'arrive d'en parler avec des Israéliens ou même des Français d'Israël ou des Français tout court, c'est que la responsabilité individuelle est cruciale, qu'un consommateur dans les pays ultra développés comme Israël, qui voyage énormément en avion, qui circule en voiture dans les embouteillages, qui allume sa clim en permanence parce qu'on est dans un pays chaud, a un impact carbone. Et encore une fois, carbone, c'est beaucoup de choses derrière, c'est beaucoup d'autres gaz à effet de serre et c'est beaucoup de pollution, qui est bien plus important qu'un Mauritanien qui consomme beaucoup moins et qui produit beaucoup moins. Donc, les 9 millions d'habitants d'Israël, déjà, c'est plus le pays des années 80, des 3 millions d'habitants. On n'est plus un petit pays en termes de population. On n'est plus dans le système de kibbutz, avec les petites populations qui produisent peu et ouais. Notre production a changé. On a la chance d'avoir une production immatérielle. On est dans les services. Donc, c'est beaucoup moins agricole. L'agriculture ne représente plus que 2% de notre production. C'est beaucoup moins industriel. On n'est pas la France. On n'est pas un grand pays historiquement industriel. Donc, on a la chance d'être dans les services. Alors, faisons en sorte que nous, à titre individuel, on consomme moins, qu'on bâtisse les infrastructures de demain. Là, c'est au niveau de la responsabilité du gouvernement de planifier et d'y mettre les ressources pour qu'on puisse prendre les transports en commun plutôt que notre voiture. La responsabilité est partagée. En tout cas, dire que Israël est un petit pays et qu'on compte pas, c'est faux. On compte au moins 50 fois plus que quelqu'un dans un pays non développé. Et nous sommes 9 millions. Et par ailleurs, parmi tous les pays développés du monde, nous sommes le pays qui a la croissance démographique la plus forte. Et comme l'impact sur notre environnement, il est issu de l'équation population toujours croissante chez nous, beaucoup moins croissante dans les autres pays qui ont fait leur transition démographique, multipliée par nos moyens de production et nos habitudes de consommation, oui, nous sommes responsables à titre individuel. J'ai vraiment essayé de synthétiser. En tout cas, ceux qui vous disent « nous, c'est beaucoup plus important qu'on investisse dans les technologies », ça n'est pas exclusif. Il faut tout faire. Il faut avancer en râteau sur tout. Et voir plus loin. Anne, une question qui nous vient du passé peut-être. Les Juifs, ils ont été pendant longtemps en avance sur les questions de respect des animaux, de respect de l'environnement aussi. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que cette COP26, elle se déroule en pleine année de Shemitah en Israël. Alors la Shemitah, c'est l'idée de dire qu'on doit laisser en jachère tous les 7 ans, pendant un an, nos terres et qu'on ne doit pas les cultiver. Et c'est un précepte religieux. Donc, ces principes, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont appliqués toujours en Israël et qu'ils ne sont pas tombés en désuétude? On parlait de psychologie individuelle, de responsabilité individuelle. On est déjà dans le domaine de l'éthique, donc de la philosophie. Donc le rôle des religions est très important. Et c'est vrai qu'il y a dans le judaïsme, comme dans d'autres philosophies religieuses, un certain nombre de principes qui vont dans le sens de ce qu'on appelle, peut-être plus tard dans la version démographique et malthusienne des choses, la capacité de charge de la planète. Laisser les terres en jachère, c'est dire, il y a une capacité de charge, on l'a atteint, il faut qu'elle se repose. Et c'était, comment dire, de l'anticipation par rapport à nos réalités d'aujourd'hui. Donc c'est un formidable principe. Maintenant, comme d'habitude, on voit, c'est Manitou qui disait, que la cache-route
cache parfois la route, beaucoup trop souvent. Donc justement, ces mêmes religieux qui croient dans ces principes de cache-route, donc manger cachère, c'est manger des produits agricoles issus de terres qui ont respecté cette Shemitah, viennent et disent « Ah, c'est pas grave, la terre, elle peut être possédée par quelqu'un qui n'est pas pratiquant ou qui n'est pas juif, encore mieux, et du coup, on pourra quand même manger les fruits et les légumes, comme ça ne disrupte pas la chaîne d'approvisionnement. » C'est faux. L'idée, c'est d'aller retrouver nos principes humains, notre humanisme, que ce soit la religion juive ou une autre religion, de se poser les vraies questions. Et si aujourd'hui on n'arrive pas à juguler le réchauffement de la planète, ou en tout cas le changement qu'on observe dans toutes ces lois climatiques, le dérèglement climatique, c'est pour moi une expression plus appropriée, eh bien, c'est issu en fait d'un problème philosophique. C'est que l'homme est l'animal le plus intelligent de la planète et il est en train de courir à sa perte de manière irrationnel. Quand rationnellement on se penche sur les chiffres, on voit qu'il n'y a pas de solution si on continue, comme on dit, business as usual, de pratique comme d'habitude. Et on est totalement irrationnel, on est égoïste fondamentalement. Donc ce problème, c'est qu'il faut se mettre d'accord au niveau international avec des lois engageantes et des mécanismes qui puissent permettre d'appliquer ces lois et donc de condamner. On commence à le voir depuis les accords de Paris grâce à l'intervention de la France qui a réussi à fédérer les acteurs du Nord et du Sud autour pour une fois, de mécanismes de coercition. Donc voyons ce que Glasgow va apporter. Je suis certaine qu'Israël va prendre des engagements réalistes. Je ne suis pas certaine qu'ils seront suivis des faits derrière parce qu'il faut vraiment être permanent et constant dans l'application des règles et dans la déclinaison de manière verticale de ces règles après sur toute la société israélienne. Voilà pour cette interview enregistrée un peu plus tôt dans la journée avec Anne Berg. Vous l'aurez compris, entre espoir et scepticisme.